Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, bonjour. salut Bonjour. Nathan, salut Laurent, bonjour à tous, merci d'être présents pour, on se le disait, ce dernier webinaire de l'été. Voilà, merci pour votre fidélité, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre et bienvenue pour les nouvelles personnes. Donc le hardening dans Intune, le hardening pardon, avec Intune, comment sécuriser ses systèmes Windows, c'est le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous toper dans le chat, à nous donner votre avis, à poser vos questions. Voilà, tout comme d'habitude, on y répondra en direct. Là, l'objectif, c'est que ce soit vraiment dynamique et dans la co-construction, tous ensemble. En plus, on est nombreux, donc ça s'y prête. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà, on propose plein de ressources. Des webinaires de ce type-là, il y en a à peu près 2 fois par mois. On a des articles de blog, des livres blancs. On a plein de choses. Donc, c'est le dernier de l'été, comme je le disais en introduction. Et le prochain, c'est le 17 septembre, autour du dashboarding dans Intune avec Power BI, comment unifier un petit peu la gestion du parc. Donc, on vous enverra tous les éléments pour que vous puissiez vous inscrire. Oula. Synapsis, donc très rapidement pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes une société de services spécialisée dans le digital workplace, le collaboratif, le cloud, le DevOps, la cyber, voilà tous les sujets infra qu'on peut être amené à traiter chez nos clients qui sont voilà, des grandes entreprises, mais aussi des entreprises plutôt de taille intermédiaire. On couvre vraiment l'intégralité du marché. Et on est présent donc à Paris, à Lille et à Lyon, en France. Et on a également un bureau à Kuala Lumpur à l'international. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, vous pouvez aller visiter nos sites internet ou nous questionner. On vous partagera les coordonnées à la fin du webinaire. Voilà pour cette partie. Donc, alors très rapidement, je voulais vous expliquer un petit peu dans quoi s'inscrivait un petit peu ce webinaire. Donc, chez Synapsis, on est une société de services et en fait, on est composé de squads techniques, donc de communautés techniques. Chaque consultant qui intègre Synapsis intègre aussi cette squad, cette communauté. Et le rôle de ces communautés chez Synapsis, c'est vraiment d'organiser un petit peu la société autour de l'expertise. Donc, c'est faire des ateliers techniques comme on en fait aujourd'hui. Ça peut être pour de l'interne, ça peut être pour de l'externe, faire de la veille, développer des offres en interne, des projets en interne. C'est faire aussi du RH, accompagner en tant que référent technique ou contribuer au recrutement, contribuer aussi au business, aux avant-ventes. Voilà. Les squads et les consultants occupent un rôle majeur chez Synapsis et sont vraiment les porteurs de l'offre, les garants de l'offre, etc. Donc, c'est vraiment une casquette importante dans le développement de la société qui est incarnée par ces squads. Voilà, on pourra vous en dire plus si vous êtes intéressé par le sujet. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat sans plus attendre. Je laisse la main à Jonathan et Laurent pour vous présenter, pour dérouler le webinaire. Et je souligne, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat. Soit Laurent, soit Jonathan, voilà, on pourra y répondre soit à l'écrit, soit à l'oral. On s'adapte. Jonathan, je te laisse la parole. Ça marche. Merci Nathalie pour l'introduction. Du coup, moi je me présente, je suis Jonathan. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Synapsis en tant qu'ingénieur Modern Workplace. Et donc, je suis en charge d'accompagner les clients dans leur transformation et leur modernisation de leur environnement Modern Workplace, donc que ce soit côté poste de travail ou mobilité. Et j'ai derrière moi une bonne dizaine d'expériences autour de la gestion de poste de travail et mobile, que ce soit avec SCCM ou Intune. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire avec Laurent que je vais laisser se présenter. Merci Jonathan. Enchanté tout le monde. Donc, certains m'ont peut-être déjà entendu parler dans des précédents webinaires. Donc, Laurent Flamand, expert Modern Workplace, un peu plus de 12 ans d'expérience dans l'IT, dont 6 au sein de Synapsis autour du workplace, admin ingé et maintenant expert Modern Workplace. J'ai pu accompagner des clients donc, dans leur transition d'environnement on-prem vers l'environnement cloud. Et je suis actuellement en mission chez un client pour l'accompagner dans cette transition-là et l'adoption aussi de Windows 11. Donc tout ce qui tourne autour du Modern Workplace. Et aujourd'hui, avec Jonathan, on va vous parler d'un sujet qui est un sujet
qu'on gère dans le workplace. C'est pas un sujet dans lequel on prend les décisions, mais ça, on va en discuter dans quelques instants. Et ce sujet-là, c'est le hardening dans Intune. Donc, on va commencer par une petite phase d'introduction où on verra ensemble le contexte, les enjeux et les risques qu'on peut rencontrer, pourquoi on a besoin de ça, qu'est-ce que le hardening, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là et comment on le fait. Donc, notre contexte, il est assez simple. Aujourd'hui, déjà avant, on sait qu'il y avait des cyberattaques, mais aujourd'hui, on peut observer une recrudescence des cyberattaques autour de l'environnement Windows. Ça implique qu'on a besoin de limiter ces cyberattaques, que les entreprises ont besoin d'assurer que leur environnement n'est pas ouvert à la moindre personne ou au moindre groupe qui souhaiterait les attaquer, que les postes sont sécurisés, que les ordinateurs répondent à des règles strictes qui permettent de limiter ces attaques-là. Pour pouvoir le faire, évidemment, les clients, les entreprises n'ont pas un ou deux PC, mais une quantité assez importante de machines qui tournent en même temps, la flotte informatique qui peut aller de 10 appareils à 100 000 ou plus d'appareils. Quand il y a 10 appareils, on pourrait se dire, bah tiens, je vais le faire à l'aide de mes mains et de mon clavier. Quand on a 100 000 appareils, on va chercher des solutions un peu plus automatiques, un peu plus efficaces, qui vont nous permettre d'assurer que le poste configuré à Paris ou le poste configuré à Tokyo, il a la même configuration de base, ou tout du moins le même socle, qui pourra nous assurer que le poste Paris ou le poste japonais, australien, ce que vous voulez, sera protégé et sera conforme pour éviter le maximum de risques. Ça implique qu'on a besoin de renforcer la sécurité de nos ordinateurs. Parfois, on le verra, ça impliquera des risques au niveau d'un impact utilisateur, d'être trop restrictif, de lui bloquer certaines choses. On pourra ouvrir un peu par la suite. On y reviendra dans quelques instants. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ça va être de réduire cette surface d'attaque, de s'assurer que s'il y a une faille, s'il y a une problématique, des protocoles qui peuvent être dépréciés, de notre côté, on les a bloqués et au niveau de la machine, l'attaque devrait être limitée. Tout ça, on essaie de l'automatiser. On essaie de faire en sorte que toutes les machines reçoivent le même type de configuration. Évidemment, il y a du suivi à faire. Évidemment, il y a du run derrière. Mais en tout cas, dans un point de vue build et workplace, à l'aide d'Intune, on a la possibilité de pousser tout un tas de settings. On va voir ensemble les méthodologies qui nous permettent de gérer ces settings-là, comment on les fait évoluer, etc. Mais à l'aide d'Intune, donc il y a d'autres outils. Aujourd'hui, on va parler principalement Intune avec Jonathan, puisque c'est notre outil de travail principal. Ça ne veut pas dire que c'est le seul outil non plus qui existe dans le Modern Workplace pour vous permettre de faire du hardening. C'est celui qu'on utilise le plus, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Ce n'est pas le seul non plus. Ce qui est important de comprendre dans tout ça aussi, c'est qu'Intune, donc c'est l'outil qui va nous permettre de mettre en place ce hardening-là. Ce n'est pas l'équipe Workplace ni même Intune qui va décider de ces règles-là. On va le voir dans un instant au niveau du schéma décisionnel, comment ça se passe. Ça représente un petit peu notre contexte et notre enjeu. Au niveau des risques, donc on en a parlé, il y a l'impact utilisateur. On peut être trop restrictif. Par exemple, on peut bloquer des macros, bloquer l'installation d'applications, bloquer l'exécution de tel logiciel ou autre, bloquer les ports USB, bloquer la caméra, n'importe quoi. Pour l'IT, d'un point de vue sécurité, ça peut être une bonne chose. Parfois, on peut se rendre compte que ça va être en conflit avec les métiers, en conflit avec ce que l'utilisateur a besoin de faire. Et des fois, il faudra que même si on souhaite mettre en place certaines règles, on devra peut-être être moins restrictif ou plus restrictif, ça peut arriver aussi, en fonction de ce qu'on va observer dans l'environnement utilisateur. L'idée de tout ça, c'est on veut des postes sécurisés, on ne veut pas non plus empêcher nos utilisateurs d'avancer et de travailler comme ils ont l'habitude de faire. Il y a la possibilité d'avoir une mauvaise configuration initiale. Alors, c'est assez rare en fait que quand on commence le hardening, quand on commence du projet autour du workplace, on le répétera plusieurs fois, mais il faut toujours procéder par étapes. On n'envoie pas un settings du jour au lendemain sur l'ensemble du parc. On va le tester sur un petit nombre d'appareils, puis sur un plus grand nombre, puis sur un plus grand nombre, avant d'arriver sur l'ensemble du parc. On va passer par ces phases de pilote. Mais toutefois, on peut, dans un premier temps, prendre un setting du baseline, prendre une configuration de profile qui ne soit pas exactement ce qu'on entend et avoir des problématiques qui soient liées à notre mauvaise configuration. Ça, on le voit en général dans les phases de POC, dans les phases de pilote. Ça ne devrait pas arriver en prod. Ça peut arriver. En prod, ça devrait être quand même assez rare. Comment ça se passe tout ce schéma décisionnel-là? Parce que je l'ai dit il y a un instant, au niveau de Intune, nous on ne prend pas la décision, que ce soit Jonathan ou moi, on n'est pas des experts sécurité. C'est pas nous qui faisons ces règles. Nous, on est, excusez-moi l'expression, mais en fait, on va presser des boutons pour dire: «OK, on nous a demandé de mettre ça en place. Nous, techniquement, on sait comment le mettre en place avec telle méthodologie». On va en parler dans quelques instants, security baseline, configuration profile, et cetera. On a différentes méthodes qu'on va détailler dans quelques minutes. On a la possibilité technique de la mettre en place, mais nous, on ne va pas aller décider de nous-mêmes, de dire tiens, je vais bloquer les ports USB sur ma machine parce que je pense que c'est une bonne chose. Il y a des équipes sécurité qui sont là pour ça, donc c'est le cœur de métier, qui connaissent mieux ces règles-là, mieux les surfaces d'attaque à réduire, mieux les risques encourus, qui sont plus à même de nous fournir ces guidelines. Donc le schéma décisionnel pour tout ce qui est hardening et sécurité, c'est celui qu'on a observé le plus régulièrement. Alors évidemment, en fonction de la boîte, vous pouvez avoir des schémas
plus volumineux ou plus restreint au contraire. Généralement, ce qu'on va observer, ça va être la RSSI qui va décider de comment protéger l'ordinateur, comment les machines doivent être protégées, quelles sont les règles de conformité auxquelles les machines doivent répondre. Ils vont les donner aux managers des équipes Modern Workplace qui vont regarder si c'est OK, si c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire, que ce soit en termes de charge de travail ou techniquement. Et ensuite, ça va arriver donc au niveau de Jonathan ou moi, les équipes d'ingénierie qui vont se dire OK, on a la demande de la RSSI, on a la validation de notre management, comment on le met en place? Et là, on arrivera aux méthodologies. Ça, c'est pour le début. On établit notre environnement Modern Workplace, on met en place un petit hardening voulu par la sécurité, on met en place toutes les règles. Maintenant, au fur et à mesure où notre environnement va vivre et évoluer, on va avoir des remontées de la part du run, parce que tout ça, donc ça termine dans le run, mais finalement, on va aussi avoir des remontées de la part du run qui va nous dire, ah bah tiens, j'ai mon utilisateur qui a été bloqué par le smart screen, qui ne peut pas brancher une clé USB, qui n'a pas accès à sa caméra ou autre, parce que la security baseline, parce que le configuration profile, parce que le remediation script le désactive ou le bloque. Donc nous, en tant qu'AG, en tant qu'archi, en tant qu'expert Modern Workplace, on va regarder ça, on va faire OK, on voit techniquement d'où ça vient, mais encore une fois, c'est pas nous qui allons prendre la décision directement de dire on l'ouvre ou on l'ouvre pas, même si on a la capacité technique de le faire. On va remonter à l'équipe RSSI, on va lui dire OK, on a un besoin utilisateur qui est justifié ou non. Nous, on va juste être factuel sur comment il a été remonté et ce qu'on est capable de faire. Et eux nous diront si oui ou non on ouvre le settings derrière. C'est le schéma décisionnel qu'on observe généralement. Ici, l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau d'Intune, nous, on va le mettre en place, mais la décision de mettre tel settings en place dépend très rarement de la partie ingénierie architecture. Alors, je dis ça, mais toutefois, on peut identifier une partie des composants qui sont essentiels pour sécuriser nos environnements de travail. C'est des composants qu'on voit régulièrement dans les environnements Modern Workplace. Alors, vous pouvez voir qu'il y a certaines catégories qu'on utilisait déjà dans l'environnement Legacy, déjà dans l'environnement on-prem. Je pense à BitLocker, à Laps. Certains qui sont un peu plus modernes, type Windows Hello ou déploiement de OneDrive, qu'on a aussi sur de l'environnement on-prem, hein, c'est pas la question, mais on les voit un peu plus dans de l'environnement moderne que de l'environnement Legacy ou on-prem. Donc, ce qu'on peut voir ici, que ce soit BitLocker, Labs, Windows Hello, OneDrive, le contrôle des ports USB voulu par la RSSI ou le password du BIOS, c'est des settings qu'on va rencontrer la plupart du temps, dans la plupart des environnements, qui nous permettront d'assurer un niveau de sécurité basique sur les machines et qui ne sont pas compliqués non plus à mettre en place d'un point de vue technique et qui permettront à la fois aux utilisateurs, à l'ingénierie IT et à la RSSI d'avoir un premier niveau de sécurité. BitLocker pour assurer le chiffrement de mon disque. Mon poste, ma machine est corrompue, n'importe quoi. Sans la clé de recovery, mon poste est une brique. Laps, pas de compte admin local que Laps, on est tranquille. Tout ce qui devrait être exécuté sur la machine en tant qu'admin demandera d'avoir accès à ce mot de passe Laps. Windows Hello pour sécuriser les credentials, pour avoir simplement un accès sur la machine avec notre code Windows Hello, mais pas sur la machine à côté si on n'a pas configuré Windows Hello. Le déploiement de OneDrive pour assurer qu'on n'ait pas de données qui restent en local ou le minimum possible et que toutes les données importantes soient bien synchronisées dans le cloud avec du file on demand, ce qui permettra que s'il y a un jour il y a un risque, une machine qui est volée, perdue, n'importe quoi, idéalement la donnée existe dans le cloud mais pas sur la machine. Avec OneDrive et BitLocker, on devrait s'assurer que la donnée est protégée. Bien sûr, il y a toujours d'autres risques et d'autres settings qui vont venir dessus, mais ça nous permet d'avoir un petit niveau de sécurité. Le contrôle des ports USB, si demandé, et bien sûr un mot de passe sur le BIOS pour pouvoir y accéder, pour éviter tout changement non désiré. Tout ça, ça représente un petit peu donc les composants qu'on met en place généralement, demandés ou non par la Sécu, c'est ceux que même nous, on va proposer, qu'on va mettre en place puisqu'on les juge utiles. Et comment on fait tout ça? Eh bien, on va le faire à l'aide de différentes méthodologies et différents settings. Et pour ça, je vais repasser la parole à Jonathan qui va commencer à vous présenter un petit peu la partie Security Baseline. Ça marche. Merci Laurent pour l'introduction. Du coup, on va enchaîner un peu sur la partie comment on déploie le hardening sur les postes Windows. Et la première partie, ce sera les security baseline qu'on peut déployer à travers Microsoft Intune. Donc, une security baseline, concrètement, c'est un ensemble de paramètres de sécurité qui sont préconfigurés et recommandés par Microsoft, donc qui sont applicables sur des environnements Windows 10 et Windows 11. Windows 10 qui, je rappelle, est en fin de support au mois d'octobre 2025. Qui est déployable via Intune pour renforcer la posture sécurité du poste. Donc, on peut rencontrer différents types de baselines. Les plus courants, ce sera les baselines pour Windows, pour Office 365 ou pour le navigateur Edge, si jamais vous l'utilisez, ou encore pour l'antivirus, le DR, Defender for Endpoint, pareil, si vous avez ça dans votre environnement. Il y a des baselines qui existent pour tous les produits que je viens de citer. On va passer à la slide suivante. L'objectif de ces baselines, c'est de vous permettre de déployer rapidement une configuration cohérente
qui est fiable et surtout aligné avec les bonnes pratiques de Microsoft en termes de cybersécurité. Ce qui est intéressant, c'est que les baselines, elles sont conçues avec les équipes sécurité de Microsoft. Les équipes Windows et les équipes sécurité de Microsoft travaillent ensemble et conjointement pour créer ces security baselines. S'inspire de ce qui est fait côté CIS, mais ne reprend pas un pour un les règles du CIS, mais s'en inspire fortement pour sécuriser le poste de travail. On verra un peu plus tard qu'il y a un outil qui existe pour auditer toute cette partie-là. Ce qui est un des autres avantages, c'est la standardisation. Donc, on peut éviter les écarts de configuration entre les appareils. Donc, ça réduit considérablement les risques d'exposition des appareils Windows de votre parc. On garde aussi une souplesse parce qu'on peut personnaliser les paramètres en fonction des besoins de l'organisation. Si par exemple, on se rend compte qu'il y a une application qui fonctionne plus ou fonctionne moins bien avec en appliquant ce type de paramétrage, il est possible de faire des exclusions ou faire des adaptations pour ce scope de poste qui possède par exemple une application métier. Et donc ensuite, au niveau que je veux dire, je sais plus. Au niveau mise à jour des security baselines, donc les mises à jour sont faites régulièrement par Microsoft. Donc à chaque sortie de Windows, la baseline est mise à jour. Au niveau du process de mise à jour de votre baseline, quand celle-ci est mise à jour par Microsoft, il y a juste un changement de version à faire au niveau de votre profil. Vous avez un petit bouton changer la version, ça va vous dupliquer le profil. Et ensuite, ça gardera votre paramétrage et ça ajoutera les paramétrages supplémentaires liés à la mise à jour de Windows. Donc, l'évolution des baselines est assez simple à mettre en place sur votre parc et consomme peu de temps au niveau de vos équipes IT. Il y a d'autres possibilités pour configurer le hardening. Si jamais le paramétrage que vous voulez mettre en place sur les baselines n'est pas intégré, vous avez d'autres possibilités de le faire. Donc, la première possibilité, c'est les profils de configuration. Donc, c'est les profils de configuration au niveau Intune. Vous avez 3 types de profils de configuration. Donc, soit des settings catalogues. C'est un espèce de catalogue qui est mis à jour régulièrement par Microsoft, environ tous les mois, avec un moteur de recherche où vous tapez votre paramètre, le paramètre que vous souhaitez configurer, et ensuite vous pouvez configurer l'état et le déployer sur votre parc. Vous avez une méthode un peu plus manuelle qui est les CSP, qui est un peu plus compliquée, mais qui existe, et aussi les administrative templates, qui est une méthode un peu plus ancienne, qui existe encore. Vous pouvez importer aussi des ADMX customisés, par exemple pour configurer Firefox ou Chrome un peu plus loin, qui est proposé dans le standard. Pardon, je vais y arriver. Et donc à partir de tout ça, vous pouvez aller plus loin aussi dans votre hardening si les règles n'existent pas dans les security baselines. Et la deuxième possibilité, c'est les scripts PowerShell. Donc, si par exemple, vous voulez mettre en place une clé de registre spécifique ou ce genre de choses, vous pouvez utiliser des scripts PowerShell directement de la console d'Intune. Donc, des scripts PowerShell, vous pouvez les déployer dans les contextes système ou utilisateur. Si jamais vous devez déployer une clé de registre dans la ruche registre utilisateur, vous pouvez exécuter le script dans les contextes utilisateurs directement. Et la troisième possibilité, c'est les remediation scripts. Donc ça, c'est si vous êtes les heureux possesseurs de licences Windows Entreprise, je vous conseille fortement d'utiliser cette fonctionnalité-là si vous devez déployer des scripts PowerShell. Donc ça fonctionne avec des scripts de découverte et des scripts de remédiation. Dans un script de découverte, vous vérifiez si la valeur de votre clé de registre est égale à 1. Si par exemple elle devient à 0, il y a le script de découverte qui va s'exécuter à une fréquence que vous définissez en plus. Donc ça vous permet de garder un contrôle sur le paramétrage et être sûr qu'il est appliqué à des intervalles réguliers. On a quelques questions, je vous laisse répondre. Ouais, exactement. Et puis les dire à l'oral aussi, si possible, comme ça, tout le monde. Ceux qui regardent pas les. Je vais répondre à la question d'Alexis. Donc, les CSP, c'est en fait derrière chaque profil de configuration se cache, on va dire, un CSP. Parfois, c'est un peu plus user-friendly, c'est intégré directement dans les settings catalogue ou dans les administrative templates. Des fois, c'est des paramètres qui sont un peu plus tordus ou un peu plus anciens et qui ne sont pas intégrés directement dans les settings catalogue. Et on est obligé d'aller chercher en CSP directement. Et donc, toute la bibliothèque de CSP est disponible sur
sur la documentation Microsoft. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer un peu plus tard, quand Laurent aura la parole. Et du coup, tout est documenté avec les valeurs possibles et comment l'intégrer dans Intune. C'est vraiment pour des paramètres qui sont un peu plus tordus et qui ne sont pas intégrés dans les setting catalogues. C'est vraiment pour moi, le dernier recours possible avant les PowerShell, après les PowerShell. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent, mais je pense que j'ai bien illustré le truc. Du coup, on va continuer notre petit chemin. Du coup, on va parler d'une fonctionnalité pour les personnes qui disposent de l'EDR Defender for Endpoint. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans l'Assemblée, mais ça vous donnera peut-être envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Du coup, c'est une fonctionnalité qui s'appelle les règles ASR. Donc, l'objectif des règles ASR est simple, c'est de réduire la surface d'attaque des postes de travail. Concrètement, ça bloque les comportements logiciels un peu douteux qui sont fréquemment exploités par des malwares, comme on peut parler d'exécution de scripts malveillants ou des macros Excel ou des ouvertures de fichiers automatiques. Par exemple, un utilisateur clique sur une pièce jointe verrouillée, ça réduira le risque de tout ce type de comportement. En fait. Ces règles de déploiement ASR, ça se déploie directement via Intune. Donc, Intune permet de déployer les règles ASR directement sur les postes de travail. Et on peut avoir un contrôle granulaire des comportements, c'est-à-dire qu'on peut, grâce au portail Defender, voir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec les règles ASR quand elles s'est déclenchées. En fait. Est-ce que ça vient de tel process et l'action de l'utilisateur qui a été faite pour avoir le blocage. La bonne pratique liée à ça, c'est que en premier lieu, c'est de déployer ces règles ASR en mode audit pour qui permet de voir aux équipes de sécurité et à nous aussi, à l'équipe Modern Workplace, de voir ce qui aurait été bloqué sans impacter directement les utilisateurs. Et ensuite, activer ces règles en mode blocage pour activer la protection et effectuer les remédiations et les modifications possibles sur un certain scope d'utilisateurs si jamais il y a des actions qui sont bloquées par ces règles. On va voir juste après les 3 types de scénarios qui sont couverts par ces règles. Il y en a beaucoup plus et on a mis les 3 scénarios les plus courants. Je vois Julien Julien, je te répondrai à ta question après, on y revient. J'ai répondu à enfin. Ah, ça marche. Du coup, on voit ici les 3 scénarios les plus courants qui sont couverts par les règles ASR. Donc, on peut parler, j'en ai parlé juste avant, c'est le hameçonnage via les macros Office. Typiquement, un utilisateur qui reçoit un mail frauduleux avec une pièce jointe un peu verrouillée. L'utilisateur clique dessus sans y faire attention. Il y a une règle ASR qui existe pour empêcher la macro de se lancer et afficher une alerte sur le poste et informer aussi les équipes sécurité. Donc ça, c'est un scénario qui est couvert par les règles ASR. On peut parler aussi de tentatives de vol d'identifiants. Donc, avec les outils comme Mimikat ou ce genre de choses, les règles ASR permettent aussi de gérer ce type de comportement avec une alerte au SOC si vous en avez, etc. etc. Et ensuite, le troisième scénario le plus courant et une des règles les plus utilisées en entreprise, c'est on télécharge un exe sur un site internet, on croit que l'exe il est véritable et en fait c'est par exemple je parle d'Acrobat Reader ou un freeware ou ce type de truc. On pense que l'exe est conforme, véritable, tout ça, et en fait derrière se cache un malware, ce genre de choses. Du coup, la règle ASR permet aussi de contrôler l'exe et de le bloquer s'il est verrouillé dès son lancement et pas pendant l'installation. On peut aussi parler de quand une règle ASR se déclenche, on peut aussi mettre en place des process d'isolation du poste, c'est-à-dire que si le comportement est suspect et pour éviter de propager la cybermenace sur tout le réseau, ça va isoler le poste du réseau, il va y avoir un message envoyé à l'utilisateur en disant votre poste est bloqué, merci de contacter le support. Ça permettra de mettre en place des actions de remédiation sur ces postes et ensuite, une fois qu'il est sain, on peut le libérer et retrouver son fonctionnement normal. Ça, c'est des choses qui sont possibles, tout ça avec Defender et les règles ASR. Maintenant, je vais vous parler d'une petite fonctionnalité qui est apparue sous Windows 11. Je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Config Refresh pour Windows 11.
Donc, l'objectif est simple, c'est de garantir que les paramètres de sécurité de Windows 11 soient toujours appliqués et restent toujours appliqués dans n'importe quel contexte. Donc, par exemple, si quelqu'un essaye de modifier localement le poste, par exemple désactiver BitLocker, changer un paramètre de sécurité de hardening, ce genre de choses, config refresh permettra de réappliquer automatiquement tous les paramètres de hardening, tous les paramètres de sécurité à un intervalle qui est personnalisable, qui peut aller de 30 minutes à 24 heures, et qui fonctionne aussi hors ligne. Donc, par exemple, si quelqu'un débranche le poste du réseau, se connecte dessus, veut désactiver BitLocker, la fonctionnalité, vu qu'elle fonctionne hors ligne, ça réactivera BitLocker avec les paramètres qu'il est en cache. Et donc, ça permettra au poste de rester sécurisé et d'être dans le standard sur lequel vous souhaitez être. Si besoin, la fonctionnalité peut être mise en pause pour des besoins temporaires, pour le support, pour faire des diagnostics, ce genre de choses. Dans Intune, dans les remote actions, vous pouvez mettre en pause le config refresh sur un poste, typiquement pour ça. Et donc, ça, je le recommande vachement de mettre ça en place parce que c'est une fonction de résilience et qui renforce la conformité et la sécurité des postes. Et donc, c'est uniquement disponible avec Windows 11 et c'est vraiment une bonne fonctionnalité. Je vais laisser la parole à Laurent qui va vous parler de quelques fonctionnalités côté Intune, notamment avec l'IA et Copilot, et je vous reprends juste après. Merci Jonathan. Du coup, c'est un peu ce que je répondais à Julien il y a quelques instants. Donc, personnellement, j'en connais pas forcément d'outils. Je vois qu'il y en a certains qui ont été cités que je connais pas personnellement. Toutefois, on a une feature Microsoft qui vient d'être annoncée pour l'instant, qui est en preview dans certaines conditions. Donc, si vous allez dans votre tenant, il y a peu de chances que vous voyez cette feature là aujourd'hui. En tout cas, elle est en preview. Vous pouvez y avoir accès en contactant Microsoft, en contactant votre commercial, si vous avez les licences. Alors attention, il y a quelques petits paliers à passer pour pouvoir l'activer. Il vous faudra donc déjà du Copilot for Security in Intune. Il vous faudra un certain type de licence pour pouvoir profiter de cette feature-là et l'activer en preview dans votre tenant. Ça, c'est aujourd'hui. À l'avenir, on ne sait pas encore dans quel cadre on aura accès à cette feature. On espère tous que ce sera dans Intune directement. Peut-être que ce sera dans une Intune Suite dont on avait déjà parlé dans un précédent webinaire. Peut-être que ce sera un add-on individuel. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations certaines pour savoir comment cet outil-là sera accessible. Toutefois, cet outil, il s'appelle Vulnerability Remediation Agent et il porte très bien son nom. On l'active, c'est un admin qui l'active. Donc, tout ça, c'est après avoir déjà mis en place le Copilot for Security in Intune, de l'avoir configuré, de l'avoir activé, d'avoir les licences, etc. Cette fonctionnalité-là ne fonctionnera pas sans le Copilot for Security. C'est important de l'intégrer dès le début. Vous avez votre Copilot for Security qui est en place, vous avez les licences, etc. Vous avez demandé la preview et vous avez accès à la Vulnerability Remediation Agent. Qu'est-ce que ça va faire? Vous le déclenchez et il va regarder en fait sur votre tenant, il va analyser les machines et il va regarder ce qui est compliant, là où vous allez avoir des vulnérabilités, là où il y a des choses qui sont manquantes, là où il y a des choses à corriger, etc. Et lui, il va vous faire des rapports avec des propositions. Lui, il va centraliser tout ce qu'on va appeler les CVE, en anglais c'est Common Vulnerability Exposure, donc tous les risques de base que lui est capable de détecter. Il va les détecter et après, à travers cette feature-là dans Intune, vous aurez accès donc à des rapports qui vous diront tiens, sur ces machines-là, il y a ça qui ne vont pas. Voilà ce que je te propose pour pouvoir le résoudre. Et là, vous allez avoir donc un petit process qui vous permet, ou non, à volonté, d'appliquer les solutions pour bloquer les vulnérabilités que lui aura détectées. Il ne fait pas aujourd'hui, au moment où on parle, dans la phase de preview, ce n'est pas un outil qui applique les solutions qu'il vous propose. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas, je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, il ne vous applique pas les corrections qu'il vous propose. Il vous les liste pour que vous le fassiez. Et à la fin, vous avez un petit bouton avec marqué Mark as applied. Imaginons que j'ai mon appareil, là l'appareil depuis lequel je suis en train d'échanger avec vous, qui ne soit pour X raison détecté par ça, que son BitLocker ne soit pas activé. Ce n'est pas le cas, mais imaginons. Je vais avoir donc dans mon Vulnerability Remediation une information, tiens, le PC de Laurent, le BitLocker n'est pas activé. Ce qu'il faut faire, lui assigner le profil BitLocker, activer BitLocker à la main, machin, marque as applied. Je marque as applied. Le PC vit, il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour X raisons, je travaille sur ma machine. Je dois suspendre ou même désactiver BitLocker. C'est assez rare qu'on ait besoin de le désactiver complètement, mais imaginons. J'ai besoin de le désactiver complètement sur ma machine. Je désactive complètement BitLocker. Là, j'en repasse et il revoit que BitLocker n'est pas activé. Il va me reproposer la même chose. Et là, par contre, j'aurai mon petit bouton Mark as applied qui aura été coché la précédente fois où j'ai appliqué
les actions qu'il m'a proposées et je pourrais avoir un mark applied as update s'il me propose des nouvelles choses pour être sûr que, OK, au 3 juillet, j'ai mis en place la solution qu'il m'a proposée pour m'assurer que mon BitLocker soit activé. C'est fait. 3 mois après, j'ai besoin de le réactiver. OK, je ne marque pas as applied puisque je l'ai déjà marqué as applied, je le marque applied as an update pour dire OK, il y a eu un suivi. Ça veut dire que j'ai déjà eu 2 cas. Sur une seule machine, bon, on peut le discuter. Si vous avez le cas sur pas mal de machines, ça peut permettre de dire OK, il y a peut-être un souci sur ma fonctionnalité BitLocker ou autre. BitLocker est juste un exemple. Euh, pour pouvoir corriger ça à une échelle un peu plus grande. Donc l'outil pour l'instant il est en preview, mais ce qu'il propose ou ce qu'il promet en tout cas aujourd'hui, c'est assez intéressant. Ce ne sera pas un outil d'audit à proprement parler, comme on a pu en discuter là, il y a quelques instants, mais c'est un outil qui permettra d'analyser et voir, OK, est-ce que vos postes répondent bien aux règles de sécurité et est-ce que lui, il est capable de détecter peut-être des failles en plus que nous, on n'aurait pas détectées, que ce soit à l'utilisation, que ce soit dans le hardening, ou autre, et des failles que lui va détecter pour nous dire OK, corrige ça ici parce que là tu vas avoir un problème si tu le laisses en place. C'est une feature qui est plutôt intéressante. On ne l'a pas encore en prod, donc difficile de se prononcer pour savoir est-ce que ça va être vraiment utilisé, est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place partout, est-ce que c'est quelque chose qui sera accessible. J'ai pas les réponses pour l'instant, d'un point de vue purement technique et d'un point de vue euh, de ce qu'il propose. Je trouve la feature assez intéressante et comme elle est assez récente d'il y a quelques semaines tout au plus, on a jugé bon de vous en parler, mais actuellement ça reste dans les previews. Ça, c'était notre petit outil, donc notre nouvelle feature qui va nous permettre d'avoir une vision sur comment ça se passe sur notre tenant. Donc, on a parlé configuration profile, on a parlé remediation, on a parlé security baseline. On en a parlé un petit peu en intro, mais on n'en a pas reparlé depuis. Les règles de conformité, la compliance pour nos machines. On peut vouloir, pour différentes raisons, que nos machines répondent à des règles de conformité précises. Ces règles de conformité-là, elles peuvent être diverses et variées. Elles sont gérées généralement dans Intune. Elles peuvent être gérées soit avec des choses natives, soit avec des scripts un peu plus poussés qui vont nous permettre de détecter est-ce que mon parc est oui ou non conforme à ce que j'attends. Aujourd'hui, on a la possibilité simplement de marquer les appareils à compliant ou non compliant, d'avoir une grace période. Imaginons, j'enrôle ma machine, il se passe 3 jours entre le moment où j'enrôle ma machine et le moment où elle va être compliant pour plusieurs raisons. Ça peut être une question de synchronisation, ça peut être une question d'installation d'une application qu'on met pas forcément required, mais qui arrive un peu après. Ça peut être le temps qu'elle se connecte au réseau de l'entreprise ou autre, peu importe. Toutes ces règles-là, elles nous permettront de marquer notre machine as compliant, mais d'avoir une période de 1, 2, 3, 4, 5 jours après l'enrôlement, qui nous dira in grace period, ça veut dire OK, je viens d'enrôler ma machine, elle n'est pas encore compliant, reviens après ta période de grace period et regarde si ta machine est compliant. Si la machine est compliant, très bien, on n'a pas de correction à faire. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est si la machine n'est pas compliant. Aujourd'hui, on est capable, à travers Intune, d'avoir des règles qui se mettent en place à travers un ordinateur qui n'est pas compliant. Si ma machine n'est pas compliant, je la supprime d'Intune. C'est un peu excessif, hein. Il y a sûrement des paliers à passer avant d'arriver à la suppression de la machine dans Intune, mais c'est pour illustrer que avec le fait qu'on identifie un appareil ou des appareils qui soient conformes ou non conformes, on est capable derrière d'engager des actions pour dire OK, je vais le bloquer ici, je vais l'autoriser là, et d'avoir notre machine qui soit conforme et sécurisée sur notre environnement. Les règles de conformité qu'on va avoir, on va avoir donc la possibilité de bloquer des appareils qui sont non chiffrés par BitLocker, par exemple, ce qui devrait normalement pas être le cas, mais si c'est le cas, on a la possibilité de dire OK, ton appareil n'est pas BitLocké, je te bloque l'accès aux données de l'entreprise. Règle, j'exige que BitLocker ou FileVault pour macOS. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Windows depuis le début de ce webinaire. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a aussi du macOS. Le hardening sur macOS est moins, renforcé que ce qu'on peut constater sur Windows. Toutefois, il existe. On a l'équivalent de BitLocker sur macOS, FileVault. Chiffrer son disque, c'est toujours une bonne idée. En cas de problème, on sera toujours content d'avoir un disque chiffré. Donc, on a la possibilité de bloquer nos appareils non chiffrés. On a la possibilité aussi de détecter des applications. Alors après, on a d'autres choses que la compliance aussi pour bloquer un peu tout ce qui est applications non désirées. Mais on a la possibilité avec la compliance de dire ah bah tiens, j'ai vu qu'il a Zoom d'installer. Tant que Zoom est installé sur la machine, je n'autorise pas la machine à se connecter au service de l'entreprise. Ou si c'est du TeamViewer ou autre. On a des règles natives, mais on a aussi des règles personnalisées qu'on est capable de créer à travers des scripts PowerShell, à travers des JSON ou autres, pour détecter ce qui se passe sur nos machines et générer des règles en fonction de ce qu'on souhaite avoir derrière.
Voilà un peu ce qu'on est capable de faire au niveau de la conformité aujourd'hui. Donc, on n'est plus vraiment dans du hardening où on met des règles en place sur le poste, mais plutôt de vérifier est-ce que mes règles sont fonctionnelles? Est-ce que ma machine est fonctionnelle? Donc, c'est l'étape quelque part un peu du hardening. J'ai sécurisé ma machine, très bien. Ma machine est sécurisée, elle fonctionne. Mais est-ce qu'elle est réellement sécurisée comme je l'entends? Est-ce qu'elle est vraiment conforme aux règles que je souhaite? Et qu'est-ce que je fais si jamais ma machine n'est pas conforme par rapport à ce que je souhaite appliquer sur mes postes? Suite à ça, donc on a le hardening en place versus le CIS benchmark et pour ça, je vais laisser Jonathan vous présenter cette petite feature-là. Ça marche. Merci Laurent. Je reviens juste 30 secondes sur le topic d'avant, sur les conformités, sur qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas conforme. On peut aussi faire envoyer un mail automatique à l'utilisateur final en disant attention, ton poste n'est pas compliant pour telle raison, et le faire contacter le support pour rendre son poste compliant. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible à travers Intune. Du coup, pour refermer la petite aparté, du coup, là, je vais vous parler d'un petit outil qui permet d'évaluer la hardening en place sur votre poste versus les benchmarks du CIS. J'ai vu que Nicolas, que je salue, je pense que je connais, qui a cité plusieurs applications. Donc, ici, dans le contexte outil, on utilise Qualys. Donc, Qualys, c'est un outil de gestion de sécurité, de vulnérabilité. À travers Qualys, on peut aussi faire ce genre de choses, c'est-à-dire auditer la configuration d'un poste versus les baselines du CIS et voir un peu le taux de conformité des postes versus les bonnes pratiques. Il y a un autre outil qui est aussi mis à ma disposition directement par les CIS et c'est sur ceux que je vais vous présenter là rapidement, qui s'appelle CIS Catlight. Donc, c'est un outil que vous pouvez télécharger directement sur le site du CIS qui va faire un scan de votre poste de travail selon les benchmarks que vous souhaitez. Donc, vous avez des benchmarks pour Windows 10, pour Windows 11 et aussi pour Google Chrome qui va auditer tout le paramétrage de votre poste versus les bonnes pratiques du CIS. Ça va vous sortir un PDF de plusieurs dizaines de pages avec tous les paramétrages. L'état par paramètre de votre poste, s'il est conforme, s'il n'est pas conforme, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'être, avec un score de conformité qui va de 1 à 100. C'est un pourcentage. Et donc, c'est supporté aussi pour Ubuntu, pour macOS. Et donc, cet outil est vraiment utile pour savoir où on en est par rapport au hardening qu'on met en place, savoir si on est dans les clous, si on a encore quelques efforts à faire. Et aussi poursuivre toutes les bonnes pratiques qui sont reconnues et qui sont distribuées par le CIS directement. Donc, si vous voulez, je pourrais vous donner le petit lien pour télécharger l'outil dans le chat parce qu'il n'est pas facile à trouver. Mais si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien dans le chat. Et je vais laisser Laurent terminer la présentation avec les conseils et les pièges à éviter sur toute la mise en place du hardening et le suivi dans un parc. Yes. Merci Jonathan. Donc, on a présenté un peu le sujet autour du hardening. Maintenant, on a quelques petits conseils et quelques pièges à éviter à vous communiquer. Alors, c'est des conseils, hein, ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire ça. C'est ce qu'on a pu observer, encore une fois, majoritairement, ce qu'on pense juste et ce qui nous permet d'avancer pour avoir des environnements modernes qui soient sécurisés. Maintenant, vous pouvez en rajouter et vous pouvez choisir de ne pas suivre ces conseils-là. Dans votre environnement, tout ne s'applique peut-être pas au 1 pour 1. On a une case justement pour ça. Donc, le premier conseil à donner, c'est d'essayer d'utiliser la baseline autant que possible. Pourquoi? Comme on l'a expliqué, la baseline, c'est ce que Microsoft identifie et c'est ce que Microsoft essaie de coller au niveau du CIS le plus proche possible pour qu'on ait des settings qui soient majoritairement utilisés un peu partout et qu'on ait juste besoin de les sélectionner sans qu'on ait besoin de gérer un configuration profile ou des configuration profile ou des remediation scripts pour mettre en place, qu'on mettra en place un peu partout et d'avoir donc cette feature de security baseline. Je clique, je mets mon setting, j'ai besoin de les gérer, je vais dans ma baseline, etc. C'est assez pratique, c'est revu régulièrement. On a eu des mises à jour. Alors, on a eu une période où ça n'avait pas été mis à jour pendant un an, mais Microsoft est revenu après et nous a mis à jour. La première upgrade qu'on a eu de la security baseline, fallait un peu tout refaire. La deuxième était beaucoup plus pratique. Donc, c'est quelque chose qui avance plutôt bien. Autant que possible, j'ai envie de vous dire d'essayer d'utiliser cette baseline. Ça suffira rarement. Vous aurez régulièrement besoin de pousser d'autres configurations profile que simplement cette baseline. Pareil, vous aurez des scripts, vous aurez d'autres choses à mettre en place que simplement cette baseline. Mais la baseline, c'est une bonne base et ça vous permet de partir sur un environnement stable dès le début. Libre à vous de la configurer, de la modifier ou autre par la suite. Le deuxième conseil qu'on peut donner autour de tout ça, c'est de ne pas reproduire le 1 pour 1 d'un environnement legacy.
Pourquoi? L'environnement legacy, il a vécu. Il a vécu pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être pour certains. Il y a certains environnements qui sont bien maintenus, qui sont régulièrement nettoyés, avec des configurations qui sont plus utilisées depuis 10 ans, 15 ans, qui ont bien été supprimées, mais ce n'est pas le cas partout. Régulièrement, vous allez retrouver des GPO, des configurations ou autres qui peuvent être un peu datées et qui ne sont plus forcément pertinentes, ou alors qui autorisent des protocoles qui sont aujourd'hui dépréciés et bloqués par défaut dans la fameuse security baseline, par exemple. Si c'est le cas, en passant à l'environnement moderne, c'est le bon moment aussi de faire une revue et de dire: «OK, je sais que j'avais ce set de configuration que j'ai mis en place sur mes machines dans mon environnement legacy pendant, 20, 30, 40 ans. Ça a très bien fait l'affaire, ça fonctionne très bien, c'est pas la question. Aujourd'hui, je passe sur l'environnement moderne. Mes machines ne sont plus sujets à ci, ça, ils ont plus besoin de telle application, ils ont plus besoin de telle configuration et cetera», et ça nous permet de repartir sur une base propre dans le modern workplace et d'essayer de conserver un environnement où on fait un ménage régulier et on n'emmène pas des settings qui n'ont plus lieu d'être dans notre environnement, pour ne pas retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, un settings qui est en place qui aurait dû être supprimé 5 ou 10 ans avant. Donc l'idée, c'est de se dire: OK, peut-être que je veux faire du 1 pour 1, mais faire du 1 pour 1, c'est prendre le risque de mettre en place des configurations qui ne sont pas forcément nécessaires et dont on peut se séparer dans cette étape-là, dont on peut se séparer avec le modern workplace. S'il y a besoin, on aura toujours la possibilité de les remettre derrière, mais revoir tout dès le début et de se dire: OK, je repars sur une base où je mets ce qui est indispensable, mais je ne remets pas bêtement du 1 pour 1. Ça peut être une bonne idée. Libre à chacun après de se dire: «OK, je mets du 1 pour 1». Au moins j'ai mon ça peut être aussi un argument de se dire: «J'ai mon environnement qui est identique à ce que j'avais précédemment. Je verrai après dans la vie de mon environnement si j'ai besoin de supprimer des settings». Ça peut être aussi une vision. J'aurais plus tendance à dire d'éviter de le faire, mais les deux peuvent se discuter, à mon sens. On en a parlé déjà, mais c'est important de le rappeler aussi, un déploiement progressif. Si vous mettez un settings, même un simple configuration profile qui va changer la langue de votre clavier, n'importe quoi, on ne le déploie pas en prod dès le lendemain, même si ça peut paraître pertinent, même si on se dit bah, ça n'a pas de risque ou autre. On passe par les rings, on passe par, par un déploiement progressif. D'abord l'IT, un petit pilote, quelques utilisateurs, et ensuite on arrive à la prod. Mais vraiment, je vais pas dire jamais, parce qu'on sait jamais, mais rarement vous allez vouloir, faire un déploiement, all-in-one et ne pas avoir de déploiement, progressif au niveau de tout ce qui va être configuration. Ça vaut pour les applications, ça vaut pour un peu tout, de toute façon au niveau du modern workplace en général. On évite de faire un déploiement, d'un seul coup, sauf s'il y a quelque chose de critique, derrière. On a le moteur de recherche intégré au sein du settings catalogs lorsqu'on crée un configuration profile pour chercher notre settings. C'est assez pratique. L'idée derrière, c'est imaginons donc vous voulez pas refaire du 1 pour 1, mais vous regardez vos GPO et vous voyez, vous avez un settings qui s'appelle allow size mailbox ou allow shared license, peu importe. Vous avez envie de remettre la même chose en place. Certes, vous avez Google, ou vous allez dans Intune et directement vous choisissez donc Configuration Profile, Create, Windows 10, Settings Catalog, et vous allez avoir un Add Settings avec le bouton recherche. Vous tapez le settings que vous cherchez, Allow Shared Mailbox, Allow Size Mailbox, Allow Desktop Screen, peu importe. Vous tapez votre truc et vous voyez s'il vous le propose. Si vous le propose, vous sélectionnez. Vous aurez toujours une petite infobulle qui vous explique ce que ce settings fait et comment le configurer à côté de chacun de ces settings-là. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de passer 10 ans à rechercher sur internet, sur Google ou autre. Directement depuis la console Intune, vous pouvez retrouver vos settings sans avoir besoin de repasser par 3-4 sites, par la documentation MS pour retrouver le settings qui existe aujourd'hui dans Intune et qui a été transmis par Microsoft. Au niveau de tout ce qui est script, ça va se discuter. C'est une question aussi de préférence, plus qu'autre chose, je ne vais pas le cacher. J'aurais tendance à conseiller pour tout ce qui va être script PowerShell de le faire en remediation script plutôt qu'en script PowerShell simple. Pourquoi? Quand vous faites un script PowerShell, il va se run une fois sur votre machine, c'est terminé. Vous changez le setting, il ne va pas se relancer de lui-même. Le remediation script, vous pouvez le trigger, vous pouvez lui dire de se déclencher tous les jours ou toutes les heures. Vous êtes sûr que votre setting va repasser. On en revient un peu au config refresh de Windows 11, mais là au niveau des scripts, vous avez mis en place un remediation script qui met votre fond d'écran, par exemple. L'utilisateur va mettre le fond d'écran qui lui plaît, de ses vacances, de sa voiture, de peu importe. OK, mais pour X raison, l'entreprise veut garder son identité, veut garder son fond d'écran tel qu'elle le souhaite. On le fait par remediation script. Si on souhaite le faire par remediation script, quand il va repasser, il va remettre l'information, il va remettre le bon fond d'écran derrière. Donc, la plupart du temps, pour tout ce qui est PowerShell, personnellement, je vais plutôt choisir des remediation scripts que des scripts PowerShell seuls. Cela dit, ça peut aussi s'entendre. Si vous avez une action à faire une seule fois, vous pouvez vous dire, OK, de toute façon, j'ai besoin que ce soit fait qu'une seule fois. C'est pas un setting qui sera réécrit pour X raisons, j'en suis sûr.
libre à chacun d'utiliser le script PowerShell. Alors, on peut aussi se dire, je vais déguiser mon script PowerShell dans l'application. Pourquoi pas? On a des remediation scripts, ça fonctionne très bien. J'aurais tendance à vous orienter vers le remediation script plutôt que les alternatives autour du PowerShell. Dans la partie où on listait un petit peu les outils qu'on voit régulièrement et qu'on pense justes et judicieux sur les machines, il y a l'apps. Généralement, je vais avoir tendance à vous recommander d'utiliser des admins locaux via l'apps et d'avoir le moins de comptes admin local qui restent sur vos machines. C'est pas toujours faisable, je le sais, donc c'est pour ça qu'il faut je vous dis pas de le faire absolument. Si on peut limiter les comptes admin locaux et d'avoir simplement notre compte admin local avec du Labs qui va rotate régulièrement, on s'assure que les actions en tant qu'admin sont bien contrôlées. Ce n'est pas parce que j'ai mon compte admin, Laurent Flamand nominatif, qui a les droits, que je vais faire une action avec. Ce sera le compte admin de l'apps que je veux utiliser. C'est traqué, c'est suivi. C'est une action à chaque fois d'aller récupérer le mot de passe. Ça limite un peu la casse de faire une erreur en tant qu'admin. Moi, j'aime bien cette manière de faire. J'aime bien avoir que le compte Labs et avoir le moins de compte admin local possible qui tourne sur notre environnement. Je sais que c'est pas toujours faisable. Je sais que pour des questions de confort aussi, on préfère avoir ces comptes admin locaux, qui soient liés à nos comptes admin standards. Je le comprends tout à fait. Moi-même, c'est pas la joie à chaque fois que je vais aller récupérer un mot de passe dans l'apps. Mais la réalité, c'est qu'avec ça, on est quand même un peu plus sécure au niveau de nos comptes admin locaux. Et enfin, dernier point, maintenir la veille techno. L'exemple le plus parlant, je pense, c'est le Vulnerability Remediation dont on a parlé il y a quelques instants. Ça a été annoncé donc il y a un petit mois dans les What's New Intune de la part de Microsoft. C'est pas le seul, ça évolue régulièrement, au même titre que les baselines. Donc quand il y a des mises à jour ou quand on n'avait pas eu la mise à jour, que Microsoft nous avait informé que ça allait arriver, qu'on a eu les upgrades, etc. Tout ça, c'est en se maintenant à jour et en regardant ce qui se passe côté Microsoft. Donc comme pour tout ce qui est au niveau du Modern Workplace, c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui change du jour au lendemain. C'est important de le suivre, c'est important d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir profiter de ces nouvelles features, type le Vulnerability Remediation Agent, même s'il vient avec un certain coût, même si on n'y a pas tous accès aujourd'hui, ça va arriver un jour. Être au courant dès maintenant que ça existe et que ça va arriver, ça va nous permettre le jour où c'est en public preview, sans forcément qu'on ait 50 licences, eh bien ça nous permettra à tous de l'essayer, de se faire la main dessus et d'avoir notre avis un peu technique sur la feature. Voilà un peu les conseils qu'on peut donner. Chaque environnement est unique, chaque environnement a ses propres règles. Ne vous dites pas que chacun de ces conseils doit être suivi à la lettre. Encore une fois, le 1 pour 1, c'est aussi valable ici. C'est des conseils généraux qui nous aident généralement dans le fait de construire nos environnements Modern Workplace. Chacun peut avoir des petits astérix et des petits sous-sujets qui ne sont pas pris en compte dans ces conseils un peu plus généraux. Voilà pour les conseils et pour le webinar un peu. Je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on souhaitait discuter avec vous aujourd'hui. Et donc à présent, eh bien c'est votre moment, je pense, et n'hésitez pas. Je pensais qu'on avait le Q&A juste derrière, j'ai sauté une étape. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent dans le chat ou autre. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Jonathan et moi, on est là pour y répondre autant que possible. Laurent, il y a une question de Alexis, je n'ai pas la réponse là tout de suite, mais il parlait de déployer des baselines avec Microsoft 365 Lighthouse. Je ne sais pas si tu connais cette feature, mais personnellement, J'ai pas je d'expérience avec. connais pas. J'ai jamais expérimenté avec. Je peux difficilement donner un retour dessus, sachant que j'ai pas d'expérience concrète sur l'outil. Je peux pas me prononcer sur cet outil-là. Alors, bonne question de Fabien Meunier. Est-ce qu'on préconise de faire un seul profil de configuration ou de diviser la baseline? Ça va être une réponse en 2 temps. On va préférer la majorité du temps d'avoir une seule baseline. Ça, c'est le monde idéal. Je pense que Jonathan, tu seras d'accord avec moi. C'est le monde qu'on arrive rarement à atteindre. Il y aura forcément des exceptions. Cas concret, j'ai ma security baseline qui va être OK pour 90% de mes utilisateurs et je vais avoir 10% de mes utilisateurs qui travaillent dans des sites sensibles, dans des centrales, dans des laboratoires, dans des zones d'accès ultra sécurisées, dans des zones secret défense. Ils auront besoin de plus ou moins. Généralement, c'est plus, mais ou moins. On va avoir besoin peut-être d'appliquer un niveau de sécurité un peu plus important qui existe dans la baseline. On aura besoin de faire des baselines dédiées à ces populations-là. Évidemment, idéalement, on a une seule baseline. Malheureusement, j'ai rarement vu un environnement où on arrivait à avoir qu'une seule baseline. Alors encore une fois, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Pour 10 PC, c'est envisageable d'avoir une seule baseline. Si vous en avez 100 000,
il y a peu de chances que vous réussissiez à en maintenir une seule. On va quand même essayer d'en avoir le moins possible. 2-3, c'est déjà beaucoup en soi, puisqu'il faut les maintenir derrière, il faut les faire évoluer dans le temps. Donc, idéalement, une, mais c'est rarement atteignable d'en avoir qu'une seule. Mm. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il reste encore un peu de temps. Et d'ailleurs, ça me fait penser sur le terme de. Et après, il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, ou si vous souhaitez qu'on approfondisse un petit peu ce qui se passe dans votre entreprise et votre manière d'apprendre un petit peu tous ces sujets. On pourra aussi programmer des échanges dédiés avec les speakers. Yes. Alors, deux choses, du coup, pour terminer sur la baseline, ça vient de me traverser la tête. En mettant une baseline en place, si vous ne souhaitez pas en gérer plusieurs, une partie, pour pas dire tous encore une fois, une partie des settings que vous avez dans la baseline peut exister indépendamment dans le settings catalogue, en CSP, en administrative template, etc. Donc, si vous souhaitez pousser juste un setting sur un groupe d'utilisateurs, en fonction de ce que c'est, ne pas négliger les configuration profiles. Ils peuvent parfois combler le manque que vous avez d'avoir une deuxième security baseline en ayant une et en ayant des configuration profiles qui vont pousser ça, ou même en script PowerShell si ça concerne qu'un petit nombre d'utilisateurs. C'était pour terminer sur la partie baseline. Et je vois la question de Nicolas Lemaire donc sur l'EPM. Alors l'EPM, je suis un grand fan de la feature, je la trouve techniquement très intéressante. Vraiment, je trouve ça génial. On a la main sur chacune des applications, on sait ce qu'on lance. C'est pas une mince affaire à mettre en place si on veut vraiment être exhaustif. On en avait parlé pendant le webinaire un peu une suite. Je suis très fan de la feature, donc forcément, je vais en dire que du bien. Ça nous permet effectivement de contrôler, de donner des droits temporaires, de savoir ce qui va se lancer après. Par exemple, je lance mon Notepad++ en tant qu'admin, ok, mais je ne t'autorise pas à lancer ce qui va sortir de Notepad++ en tant qu'admin. Donc ça nous évite les process enfants qui vont découler de notre Notepad++, d'un PowerShell, d'un CMD. Ça nous permet d'enlever les droits admin et d'avoir vraiment que les applications sur lesquelles on souhaite être le plus granulaire possible pour donner des droits. La feature est géniale. Il y a la question du prix. Voilà, il y a la question du prix. Je ne me prononcerai pas pour le prix. Techniquement, je suis partant pour la feature. Je trouve que c'est assez excellent. Et on est encore au-delà d'un niveau de l'app. Là, on parle même plus d'un compte admin. On parle vraiment d'un droit unique sur une application, un exécutable, un script ou autre qu'on a donné. Et en plus, ce qui est génial avec le PM, c'est qu'on est capable en avance de lancer un audit, entre guillemets, sur notre environnement et d'avoir un reporting avant même de définir notre PM de quelles sont les applications qui sont lancées en tant qu'admin aujourd'hui sur notre parc pour identifier celles qui ne le sont plus et mettre des règles EPM pour ces applications-là et retirer potentiellement des droits admin à des utilisateurs qui utilisent en tant qu'admin, je ne sais pas, du Notepad++, par exemple. Et on leur donne que le droit sur Notepad++ et pas le reste. Donc, très, très bonne feature à mon sens. Il faut aussi garder, pour continuer sur le topic des administrateurs, il faut aussi garder un coin de l'œil une fonctionnalité qui est en cours de test chez Microsoft qui s'appelle Administrator Protection et qui permet sous un contexte admin, de rajouter une couche de protection sur ce qui est exécuté par un administrateur sur un poste Windows 11. C'est une feature qui est en insider et je pense qu'il faudra garder un œil dessus. Ça peut être intéressant de voir l'évolution de cette partie-là aussi. Merci beaucoup Laurent, Jonathan. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas, j'en ai pas l'impression. En tout cas, voilà, on reste quand même disponible. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les partager par mail à l'adresse qui est sur le slide, la mienne, et je transférerai les infos. Merci Laurent, merci Jonathan, merci à tous. Merci à tout le monde pour la nombreuse présence et puis on vous souhaite un bel été, des bonnes vacances aussi. On se retrouve à la rentrée du coup. Merci à tous. Merci à tous pour votre attention. Merci. Passez une super journée et de bonnes vacances. À plus. Au revoir. À bientôt, merci.